Online event, the HIV Treatment Activist Meeting. My name is James. I'm an advocacy officer at Stop AIDS and delighted to have you join for our session. Before we start, I'm going to run through a few key updates about how the session is going to run. So this session will be live streamed in multiple languages. So please choose the audio channel for your language of choice by selecting interpretation and then language. And make sure you click mute original audio to only hear the interpreter. Interprète. Bon, comme toutes les sessions VIH online, les sessions HIV 2020 online offrent un espace sûr et neutre pour le partage des connaissances, d'expériences, de compétences et d'opinions dans le respect mutuel. On applique une politique tolérance zéro pour toute forme d'intimidation, harcèlement ou d'utilisation abusive du langage, d'expression agressive et d'opinion de tout autre comportement indésirable. Cette session va être diffusée online dans le site Facebook de VIH 2020. Ne dévoilez pas des informations personnelles, que ce soit votre nom ou pays ou association, si vous vous inquiétez, vous êtes soucieux de vos données personnelles. Donc, nous allons utiliser la fonction Q&A. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'utiliser pour poser toutes questions afin que les modérateurs et nos intervenants puissent le répondre. Nous allons donc débuter avec notre session. Nous sommes très fiers d'avoir parmi nous aujourd'hui tellement d'organisations qui se sont jointes à cette session. 100% Live, ABIA, AIDS, EPN+, GNP+, ITPC, Stop AIDS, TAC et Citizens. Donc, maintenant, nous allons voir quelle est la réponse qu'on peut donner aux communautés vivant avec VIH ensemble. Donc, voilà, nous allons créer donc un mouvement pour avoir une action beaucoup plus forte. Bien entendu, notamment, les temps par lesquels nous vivons demandent une réponse très forte. Il faut tout d'abord et comment on peut continuer. À la fin de l'année dernière, 25 millions de personnes ont une prise en charge de leur thérapie des antirétroviraux. Donc, voilà, le montant de personnes qui sont restées sans accès à leur traitement est énorme. Malgré des progrès extraordinaires qui ont été obtenus par tout l'activisme des personnes et de tous les intéressés, malheureusement, il y a des barrières qui restent dans notre communauté pour avoir véritablement un traitement pour tous. Les antirétroviraux affectent les personnes vivant avec VIH et ceux qui vivent sans VIH. Les traitements deviennent très chers, notamment pour la comorbidité, que ce soit la tuberculose ou autre. Donc, on a besoin d'urgence, des traitements, les pédiatriques. Nous voyons déjà des médicaments
qui devient beaucoup plus cher pour tous ces millions de personnes qui sont poussées vers la pauvreté année après année. Donc, nous avons énormément de défis à faire face. Et maintenant, nous voyons que ces mêmes défis que nous avons pour le VIH maintenant deviennent des défis pour la COVID-19. Et un grand militantisme se voit autour du monde pour avoir une réponse VIH, pour lutter contre les prix excessifs ou l'impact des accords commerciaux. Nous avons une reconnaissance que nous devons aussi faire de nos mieux pour attendre à toutes les malades. Nous devons montrer les chemins à suivre pour l'avenir, beaucoup plus de connexions entre les militants autour du monde. Donc maintenant, GMP Plus, qui va nous donner toute une série de présentations d'autour du monde, qui va nous permettre d'entendre des experts militants autour du monde. Ils vont nous parler de la COVID-19, tous les nouveaux défis qui apparaissent et comment est-ce qu'on peut se joindre aux activités de la réponse VIH. Donc, nous vous prions de partager toutes vos réflexions, vos expériences, vos questions dans la fonction Q&A et puis nous allons vous contacter pour donner réponse. Sans plus, maintenant, je veux donner la parole à James de GNP+. Maintenant, nous allons entendre les premières régions. Nous allons entendre des participants de toutes les régions du monde, des campagnes d'action que nous voyons qui vont nous donner des aperçus dans l'Afrique sous-saharienne. Merci mes collègues. Merci pour m'avoir invité ici. Je ne vais pas tarder trop, mais je vais vous parler de l'accès au traitement dans l'Afrique. La plupart connaissaient les défis que nous avons en Afrique du Sud, où nous avons essayé, où nous avons lutté pendant de nombreuses années. Et maintenant, nous sommes en train de provoquer les changements TLD. Non. Les personnes vont se rappeler que nous plaidoyons pour TLD. Étant que militants en Afrique du Sud, nous faisons les préparations pour TLD pour qu'il soit déployé dans l'Afrique du Sud. Nous faisons partie de la préparation de la communauté VIH, mais ça a été retardé pendant des années, malgré le fait d'avoir l'engagement du ministère de la Santé. Il n'a pas été déployé dans l'Afrique du Sud, mais il en reste des défis. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bon, maintenant, nous avons TEE à TLD, mais nous n'avons pas connu les causes qui ont provoqué les changements de ces médicaments. Une des choses que nous avons expérimenté, c'est qu'il y a des effets secondaires. Beaucoup de personnes se sont plaintes qu'ils n'ont pas pu dormir la nuit à cause de cette prise de médicaments et sa conséquence secondaire qui est l'apnée.
Beaucoup de personnes avaient de maux de tête et ça n'a pas été expliqué aux patients que lorsqu'on avait ces maux de tête, c'était à cause de médicaments. Donc, c'est arrivé maintenant que nous avons les confinements en Afrique du Sud à cause de la COVID. Donc, la plupart des personnes ne se sont pas rendues au centre et puis les personnes n'ont pas pu avoir accès à leur traitement à cause de l'économie en Afrique du Sud qui habitent dans des zones rurales et non pas dans les villes. Donc, les foyers ruraux ne prenaient pas leur traitement parce qu'ils sont dans des zones rurales. C'était aussi la problématique que nous avons constatée dans tous les territoires, dans tous les pays. Les processus qui normalement devaient être entamés n'ont pas été effectués pour que les personnes puissent connaître s'ils étaient candidats au traitement. Voilà la situation en Afrique du Sud. Mais nous devons continuer tant que militants pour aider les communautés et continuer notre plaidoyer pour la préparation et faire le gouvernement s'engager. Nous avons rupture de stock dans le nord-est. Ils n'ont pas actuellement de traitement disponible. Donc, il est difficile de faire les suivis dans tous les pays, mais nous devons continuer à former et à les communautés. Malgré les difficultés à cause du confinement, car nous n'avons pas la permission de sortir. On ne répondait pas à notre problématique. Nous avons écrit des lettres, nous avons fait des déclarations. Et des fois, on n'obtenait même pas de réponse. Ce que nous avons appris, c'est que notre voix ne peut pas être silenciée avec un confinement et que nous continuons à lutter pour ARV dans les pays ainsi que d'autres médicaments. Et maintenant, nous voyons qu'un plus grand nombre de personnes vivant avec VIH sont malades de l'influenza. Non, c'est un défi beaucoup plus grand pour eux d'avoir accès à un traitement. Nous perdons des patients, notamment les personnes vivant avec VIH. Voilà un nouveau défi que nous avons en tant que Sud-Africains. Nous continuons malgré tout notre lutte. Et l'autre défi, ce sont les communautés. Lorsque vous devez aller chercher votre traitement VIH, si vous n'avez pas vos documents sur vous, vous n'allez pas on ne va pas vous procurer ces traitements. Les personnes
qui viennent d'autres pays comme le Zimbabwe, Malawi et d'autres pays africains viennent chercher leur traitement. Mais notre gouvernement refuse de leur donner ces traitements, nos frères et sœurs africains. Nous espérons que bientôt, on puisse gagner cette lutte pour que toutes les personnes, indépendamment de leur pays, puissent y avoir accès à leur traitement. Merci de vos déclarations, notamment, j'ai beaucoup aimé que malgré le confinement, les voix ne vont pas être silenciées. Je vous rappelle que nous avons la fonction Q&A, Question and Answers, pour que vous puissiez vos questions. Maintenant, nous allons entendre l'Amérique latine et le travail qui a été effectué avec Pedro. Pedro, s'il vous plaît, vous avez la parole. Bonjour, Bin. Bonjour à vous tous. Je ne peux pas commencer ma vidéo, je ne sais pas pourquoi, mais on peut entendre très bien. Bon. Bonjour, c'est un grand plaisir d'être ici. Je remercie les organisateurs pour nous avoir convoqués à tous ici aujourd'hui. Je veux vous donner une mise à jour de la situation en Amérique latine, en Amérique du Sud. Je ne peux pas parler pour toute la région, mais je peux évoquer des choses qui se passent, notamment au Brésil. Nous avons essayé de travailler pendant la COVID-19, la déclaration qu'on ne peut pas avoir nos voix silenciées à cause du confinement est très important. Bien sûr, nous devons continuer à notre travail de VIH et les autres maladies associées. Nous avons aussi travaillé donc les médicaments pour la TV et puis notre travail pour reste dans les domaines publics. L'accès au Brésil a été pour les corporations, la patente et les directives dans les domaines de pharmaceutique. Nous avons pu constater que beaucoup de brevets qui pourraient rapporter un succès, il y a eu un changement et les brevets éventuellement a été accordé. Donc, il faut se plonger sur la question et s'opposer à cela. C'est malheureux qu'on n'a pas pu obtenir un meilleur résultat, mais il faut continuer avec notre lutte. Un article de la loi des brevets au Brésil, l'article 40, permet une prolongation de cette patente. Si elle est accordée 10 années après, elle peut être prolongée pour une période égale. Donc, des brevets qui vont avoir une durée de jusqu'à 30 années. Et puis, cet article a été contesté à la Cour suprême. Et puis, nous attendons, bien entendu, de participer à cette présentation en justice pour contester l'article de la loi.
parce que ça peut atteindre des sommes jusqu'à 300 millions de dollars, qui est énorme. Donc, en termes de la région, qui, selon l'association de Grupo Efecto Positivo en Argentine, Pharma en Colombie et International à Pérou, DGTPI au Brésil, nous croyons que le moment est venu de dire avec une voix très forte qu'on ne peut pas avoir des brevets sur ce genre de technologie. Nous demandons qu'il n'y ait plus de brevets sur la médecine. Nous vous prions de vous joindre notre demande. Nous croyons que la pandémie a mis ce thème très haut dans l'agenda et puis il faut que les brevets pharmaceutiques ont fait toute une difficulté pour l'accès aux médicaments. C'est pour ça que nous devons nous opposer aux brevets en médecine. Nous vous prions de signer notre déclaration dans le Redlam site web. S'il y a une question qui m'est adressée, est-ce que je réponds à la question là maintenant ou après? Oui, vous pouvez répondre. Oui, c'est gratuit. Nous avons un programme universel pris en charge. Nous avons un système de santé universel qui intègre tous les différents niveaux d'attention, des vaccins, des prix sanguins et des chirurgies. C'est un système assez complexe avec beaucoup de difficultés. Néanmoins, me semble-t-il que a évité beaucoup de la propagation de COVID au Brésil. 100% gratuit et les personnes ont un accès universel. Tout est payé par les contribuables brésiliens. Notre président qui était refusé la présence de COVID, qu'il a négligé, et qui croyait que la population avec VIH, c'était toute une charge. Nous avons pu quand même lutter et dire que c'était l'obligation de l'État de nous prendre en charge. Nous pouvons entamer un débat ici et puis Love You pendant la pandémie de la COVID. Obrigado, Pedro. Notre prochain intervenant, c'est James de l'Amérique du Nord. Il va nous parler sur les patentes au brevet. You have to unmute, James. Apologies. On va voir cette mise à jour. Je voulais vous donner une mise à jour sur la prévention, mais aussi sur le traitement de VIH aux États-Unis. Nous ne parlons pas avec fréquence de comment les États-Unis
agit au niveau de la prévention, c'est-à-dire l'accès à la prévention, PrEP, ou au traitement avec les personnes vivant avec le VIH. Il y a 1,2 million de personnes vivant avec le VIH aux États-Unis. 14% n'ont pas été diagnostiqués. On estime que presque 50% de la population vivant avec VIH ont une thérapie antirétrovirale effective. Nous devons doubler le nombre de personnes qui reçoivent une thérapie par rapport à ce qui est aujourd'hui. Parce que nous avons une problématique énorme aux États-Unis à cause du prix qui augmente pour ces médicaments. Nous, comme je vous disais tout à l'heure, 14% diagnostiqués, 65% qui reçoivent du traitement, 86% de diagnostiqués et ceux qui reçoivent les traitements, 65%. Nous voyons beaucoup d'ethnies, des races qui ont beaucoup plus de difficultés au traitement. Nous voyons à l'écran les chartes qui montrent les blancs, l'hispanique et latin, et puis les noirs. Et nous voyons que c'est la population noire qui est la plus affectée ou celle qui a moins d'accès. Continuellement, aux États-Unis, nous constatons que malgré le fait de la révolution que nous avons eue sur les technologies de la prévention au VIH, que notamment si vous avez une charge supprimée, que vous ne transmettez, vous n'allez pas transmettre la maladie. Nous avons eu la découverte que nous pourrons commencer les thérapies ARV de votre dépistage. Nous n'avons pas pu un progrès dans l'échelle de la population. Voilà, l'évidence nous montre que des milliards de dollars de financement des États-Unis et à l'international n'ont pas à attendre un progrès considérable sur le terrain, en tout cas ici aux États-Unis. D'ailleurs, on voit que les disparités s'accroissent. PrEP est aussi mauvais. Seulement moins de 20% qui sont, et puis il y a une sous-utilisation de PrEP. Donc, si on ne change pas PrEP, au lieu de mitiguer les disparités au niveau racial qu'on constate en VIH, va les exacerber, va les accroître. Beaucoup de personnes blanches qui vont recevoir le PrEP et les Noirs, et notamment les femmes, parce que les trans sont en train de le recevoir. Donc, nous avons toute une lutte ici aux États-Unis sur la science de prévention et que les personnes puissent y avoir accès. Le fait que nous ne parlons pas souvent aux États-Unis est parce que nous dépensons beaucoup d'argent que dans les traitements de VIH. Le gouvernement fédéral a fait tout un bazar de notre système de santé, qu'elle est contribuable
paye 21 milliards de dollars pour le traitement de VIH et ça n'inclut pas des dollars qui sont dépensés par les personnes qui, dans les privés, payent les traitements VIH et tous les soutiens supplémentaires dont nous avons besoin. Donc, le problème est combien ça coûte cette thérapie aux États-Unis. Voilà les dépenses du gouvernement vis-à-vis le traitement. Regardez les coûts qu'ils nous demandent de payer pour ces traitements. Il n'y a pas un régime qui coûte moins de 30 000 dollars par an. Donc, si vous voyez le coût générique au niveau mondial, regardez la différence. Parce que les médicaments n'avaient pas ces exclusivités. Donc, vous voyez les milliers de fois de plus que de ce qu'on paye. Donc, des prix excessifs. Donc, il y a moins d'argent ici aux États-Unis qui peut être destiné au traitement VIH, malgré les milliards que nous dépensons. Regardez ce qui se passe dans le PrEP. Nous dépensons 2 milliards de dollars, beaucoup plus que le budget de préventif qu'a les États-Unis. Et je voudrais vous parler un peu sur l'activisme, le plaidoyer que nous faisons. Vous savez que le gouvernement fédéral a quelques exclusivités, accordé des exclusivités pour le travail PrEP. Gilead, le gouvernement a des brevets et est en train de les contester contre Gilead et va obtenir de l'argent de la part de Gilead. Nous savons aussi un regard sur les traitements. Le problème se pose que nous n'allons pas éliminer les barrières que nous savons qui empêchent les personnes d'avoir accès si on n'a pas un accord avec les pharmaceutiques. Et je vous en parlerai beaucoup plus en détail plus tard. Thank you, James. Thank you very much. Our next speaker will speak on the situation in Western Europe. Maintenant, nous allons entendre l'Europe de l'Est et nous allons avoir Inès de l'organisation AIDS. Je suis Inès Alaoui, je suis officielle. Je vais vous parler de WHA, c'est l'Assemblée de la santé mondiale de la santé, c'est l'acronyme WIS et EST pour inclure les organisations françaises qui travaillent sur cette plaidoyer. Non seulement nous travaillons en tant qu'AIDS, mais nous faisons un travail conjoint. Doctors Without Borders, Action, les universités pour les médecins et les observatoires. Au mois de mai 2019, comme vous le savez, notre résolution a été adoptée dans l'Organisation mondiale. C'était une initiative italienne qui a eu une opposition de la part des pays
comme le Danemark, qui sont des pays à haut revenu avec des pharmaceutiques importantes. Une de la résolutions était de la transparence dans les coûts de production. Ce que nous essayons de faire, c'est que les preneurs de décisions se trouvaient à Genève. Et en France, nous devions travailler de façon remote, que maintenant, dans notre monde, Covid est très courante, mais bon, on avait beaucoup de communication par Twitter. Donc, cette communication avec des questions parlementaires posées par les alliances internationales, et nous avons fait que la résolution soit adoptée. Le prochain point, c'était la mobilisation et assurer les mesures de transparence soient mises en œuvre. Les discussions des comités financiers, toutes les années, au mois de décembre en France, le gouvernement va faire un débat sur les dépenses pour l'année à venir en ce qui concerne les médicaments. Et le gouvernement, en ce qui concerne notre activisme, nous avons été très actifs par Twitter. Nous avons eu des débats avec les députés et puis nous avons pu inclure une modification. Cette modification, les pharmaceutiques devaient déclarer les subventions qu'ils avaient reçues. C'était défendu par le rapporteur et ça a été adopté pour une grande majorité. Malheureusement, elle a été introduite dans le budget 2020, donc les Conseil constitutionnel, après qu'il avait été voté, nous avons perdu cet changement. Donc, nous avons évolué. Les rapporteurs, les députés qui avaient présenté cette proposition maintenant a été nommé ministre de la Santé par le président Macron et maintenant il est en train de voir sur les difficultés d'accès au traitement. Cet acte financier va être suivi dans les pays et puis de façon symbolique, nous demandons la réadoption de notre changement de transparence pour les discussions des budgétaires. Nous, ici en France, comme vous devez le savoir, il y a des investissements publics dans la recherche et développement ont lieu en France. Lorsque nous étions en train de débattre la résolution et nous militions pour la mesure de transparence l'année dernière, nous avons pu aborder d'autres thèmes comme la représentation inégale, les représentations ou la transparence en général. Cette année, ça devient un peu plus compliqué pour nous, donc nous avons prévu de Olivier Véran, ministre de la Santé, les rendre responsables de cette transparence. Avec le ministère et les conseillers, nous avons eu des oppositions en deux dimensions. La première étant que la mise en place de la mesure n'était pas viable et la deuxième dimension, c'était l'absence de ne pas avoir un équivalent dans le reste de l'Europe. Donc,
un décret a été émis pour la résolution des transparences pendant les crises. Et ça dit que lorsque les compagnies donc, il faut rendre transparent les subventions que ces nouveaux médicaments ont reçues pour la production. Donc, je pense que notre force est en tant que militants pour la transparence dans le contexte national. Curation and Exchange, c'est ce que nous permet de faire cette passe et je veux profiter pour la transparence. C'est aussi une autre approche pour l'activisme dans le Royaume-Uni. Malheureusement, nous avons fait moins de progrès avec notre gouvernement l'année dernière. À l'Assemblée, le Royaume-Uni avait proposé des modifications. Nous avons perdu, mais à la dernière journée de cette Assemblée, après avoir assuré cette clause qui nous portait dommage, nous avons pu avoir beaucoup d'influence et d'exposition du gouvernement en ce qui concerne l'industrie pharmaceutique de notre pays. Donc, ça a pu créer une certaine influence dans les gouvernements, mais mobiliser des actions dans le Royaume-Uni. Nous avons eu une campagne assez ample, les parlementaires, et nous avons fait un appel à l'action à partir de Genève. Quelques progrès ont été obtenus selon cette résolution, et y compris le langage sur la transparence. Et maintenant, nous avons un débat beaucoup plus important avec les gouvernements pour qu'on ait plus de transparence de l'argent qui arrive dans la recherche et le développement, parce que c'est un financement très important, mais nous n'avons pas encore un engagement de transparenter, de faire rendre transparent ces financements. Thank you, James. Thank you, Inès. Merci James, merci Inès. Merci pour cette participation double. Et maintenant, nous allons entendre de l'Europe de l'Est Sergei Golovin de ITPCRU et ensuite avec Zoya Sanikowska de l'Ukraine. Merci. Bonjour à vous tous. Ma présentation porte sur l'accès des dolutegravir dans notre région. J'ai choisi ce thème pour deux choses. L'option pour changer comment les traitements de première ligne vie, et puis c'est la façon comme les barrières des patentes, des brevets, on peut envisager si on passe à ça. Voilà, aucun conflit d'intérêt. Donc, nous avons beaucoup d'activistes, il y a beaucoup d'organisations, nous devons tous les remercier de leur travail. Comme vous constatez à l'écran, tous les noms de ceux qui participent. Maintenant, dans la conférence VIH au niveau mondial, il y a eu un débat sur l'accès au générique. Et ici, c'est pas très
Pourquoi est-ce qu'on a des licences génériques pour les et des brevets? Mais maintenant, vous voyez que sur les cadres en jaune, ce sont ceux qui n'ont pas de licence et les brevets pourraient être un problème. Voilà, l'année 2018, je pense qu'il n'est pas nécessaire de commenter. Et puis, voilà, pour le 2019, voilà les réductions des prix. Regardez la fourchette qui est très grande. Pourquoi est-ce que les prix doivent baisser? Oui, bon, il y a plusieurs explanations. Les prix de l'original dans les pays sans licence sont dépassés. En Kazakhstan risque de licence obligatoire. Une explication du ministère du Kazakhstan de la Santé. Et puis voilà, dans notre région, vous savez voir à l'écran les pays qui ont d'accès à licence et les pays qui en dehors de la licence. Nos négociations par volume, bon, une affaire de prix-volume, le prix actuellement proposé par paquet et un nombre absolu, comme vous voyez à l'écran, n'était pas si important. Et nous devons essayer d'avoir un volume plus important si on veut avoir une réduction dans les prix. Nous sommes en train de nous diriger aux détenteurs de cette brevet. Malheureusement, ça nous a pris au moins 2 ans de travail. À Kazakhstan, c'est les pays qui s'est approché le plus. Ils sont en train de... je pense que nous devons demander que le gouvernement puisse faire le dernier pas pour que le tribunal puisse délivrer un certificat de conformité. Il y aura des histoires en anglais dans les sites web que je mets à l'écran si quelqu'un souhaiterait aller obtenir plus d'informations. Voilà les remarques finales, des choses à retenir pour les patentes. Les accords sur les prix. Là, on a besoin d'une solution, notamment dans les pays. Oui, l'obtention des licences donne plus d'accès et plus rapidement. Donc, les pays doivent les considérer. On peut considérer comme une alternative l'effet d'avoir une licence, mais pas à 100%. Ça semble être la meilleure solution pour fournir un accès rapide à la DTG, car le processus a déjà pris près de 12 ans. Merci. Je vais être très, très bref. Je voudrais juste vous dire, ajouter ce que vient d'être dit. Depuis le départ, nous avons mis pas 2 ans, mais 3 ans de négociations. Beaucoup de plaidoyer a été nécessaire pour cette négociation avec les gouvernements. Les gouvernements ne comprenaient pas ce que c'était les brevets. Ils ne connaissaient même pas leur existence. Donc, nous avons mis beaucoup de ressources à faire cette plaidoyer.
Moi, ce que je voulais partager, c'était les leçons que nous avons tirées et les mécanismes qui nous ont permis de faire. Ne me prenez pas mal, mais ça marche pour les pays à faible revenu, mais dans d'autres pays voisins, nous n'avons pas de résultats encore. Donc, d'autres discussions doivent être menées à bien, notamment par les militants, parce que nous devons concentrer nos efforts dans des mécanismes de licences obligatoires selon les possibilités pays. Moi, je voudrais souligner également que sur les efforts pédiatriques, j'ai appris des leçons, je dirais des leçons de ma région, dans l'Asie centrale et dans ma région. Malheureusement, tout ce que nous savons aujourd'hui ne nous a pas permis d'avoir un meilleur accès pour les enfants. Nous avons des pilules qui vont arriver sur les marchés début de l'année 2021, mais je ne pense pas que les mécanismes existants ne soient pas suffisants. Ça ne va pas nous aider si les pays à moyen revenu ne s'adhèrent pas. Nous devons tous voir nos priorités. Il est important aujourd'hui, lorsque on voit les ressources que nous avons. Il y a 3 ans, dans la région, on peut faire une analyse et les fonds qu'on avait pour plaidoyer, nous avons 400 cas pour toute la région, plus de 10 pays. Pour les suivis, pour les plaidoyers, pour tout. Et c'était une meilleure situation que celle que nous vivons aujourd'hui. À l'époque, c'était possible de s'opposer aux brevets qui reçoivent des subventions énormes. Maintenant, nous avons moins de moyens et il me semble que c'est inadmissible et nous devons conclure, en tant que militants, que ces mécanismes ne marchent pas et nous devons travailler davantage sur d'autres possibilités et les opportunités qu'on puisse saisir. Merci beaucoup. Merci, Sacha. Hi everyone, greetings from Bonjour à vous tous, des salutations de l'Ukraine. Je veux présenter maintenant les mécanismes et les outils que nous utilisons avec nos partenaires dans notre région, la EOCAC. Ici, vous voyez la liste de nos partenaires, les résultats. Je veux présenter les résultats lors de ma présentation. L'optimisation des schémas de traitement et les recommandations internationales donnent une efficacité pour notre pays, dont notre budget total de l'État est de 5,2 millions de dollars alloués à l'achat d'État à utiliser pour les médicaments de marque Alluvia. Normalement, dans les traitements qui soient accessibles, et nous avons des observations selon les organisations. Par exemple, en Ukraine, nous avons mis en place une stratégie. Mais à l'année 2016, comme vous constatez à l'écran, l'Ukraine utilisait seulement presque la moitié du budget total de l'État. Après 2 ans, à l'année 2020, on a été ramené à avoir 1,5% dans toutes les options de traitement.
pour donner de traitement à de nouveaux patients. Ce qui a été amélioré, ça va être la base pour l'acquisition pour les traitements dans l'avenir. Les fonctionnaires ont pris parti maintenant dans l'allocation du budget pour l'acquisition. Les réglementations spéciales des marchés publics pour créer une concurrence sur les marchés doivent améliorer la concurrence. Ici, je mets seulement quelques choses qui montrent l'efficacité en Ukraine et en Moldavie suite à la mise en place de ces mécanismes. Nous constatons qu'après une année de leur implémentation, nous avons pu, en Ukraine, épargner des grands montants de dollars grâce à la concurrence. Nous pouvons voir les résultats de lorsqu'elles ne s'appliquent pas en Ukraine. Nous constatons que le prix des revient en montre 3 fois. C'est crucial de créer cette concurrence et elle a augmenté de façon en continu. Nous devons avoir des outils de plaidoyer, négocier directement avec les compagnies génériques pour éliminer toutes les barrières techniques qui empêchent les compagnies de produits génériques de participer aux appels d'offres. Notre associé là a mis en place une procédure au pays pour la transparence et comme résultat, ils nous ont aidés à éliminer les barrières qui empêchaient les génériques de percer dans les marchés. Les ministres de Kazakhstan et Bélarus ont eu des options, mais ici, ce qui est le plus important à relever, c'est que les options, les alternatives existent, que des fois c'est beaucoup moins cher. Les gouvernements connaissent de cette existence des produits génériques et ils savent qu'il y a une concurrence vis-à-vis de ceux qui détiennent la patente, le brevet, mais le marché n'est pas si stable. Ici, nous pouvons voir les exemples des résultats des non-négations avec ceux qui avaient la patente des médicaments commerciaux. Grâce à ces négociations, nous avons pu réduire les prix des produits à patente. La concurrence s'est vue améliorée et les patients qui recevaient les traitements se sont vus bénéficier. Voilà les médicaments que nous avons dans notre portfolio et puis on va regarder les prix dans la région. Après 5 ans de développement et tous les soutiens de
plaidoyer, nous nous voyons dans une nouvelle guerre. Ici, vous voyez 5 points à l'écran. Je veux attirer votre attention au numéro 4, simplifier les processus d'obtention d'une licence obligatoire. Ça, c'est important pour notre région, notamment dans les situations de Kazakhstan. Après des années de mise en place, nous voyons que les mécanismes apportent de bons résultats seulement si les organisations des patients se voient bénéficier. Donc, les mécanismes que nous voyons qui obtiennent des réductions dans les prix d'achat permet de satisfaire les besoins des traitements sous-traitements. Mais nous avons aussi constaté que lorsqu'on a identifié les besoins des traitements, les organisations des patients doivent plaidoyer pour que les services sociaux aient ces traitements du VIH durables. Maintenant, nous sommes en faire une transition au financement national et c'est pour ça que dans certains pays, il n'y a pas de fonds qui viennent du budget national. J'espère que ma présentation serait utile pour une mise en place dans vos pays. Merci, Soya. Oui, nous aurons du temps pour répondre à des questions après l'intervention de notre dernier membre du panel. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser la fonction Q&A pour poser vos questions. Et maintenant, nous allons entendre Shiva de la région d'Asia-Pacifique. Vous avez la parole. There you go. You're unmuted, Shiba. You're muted, sorry. Is it working now? Can you hear me? Vous m'entendez maintenant? Yes. Oui. Vous m'entendez? Yes, we can. Very well. Oui, 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 très bien. The session has been going on for quite some time. I will try to be very brief. Je vais essayer d'être assez succinct. Talk about Je vais vous parler by people living with HIV groups have des groupes de personnes vivant avec VIH et ce qu'ils ont fait, related issues. notamment à toutes les difficultés dans leur vie. Been quite active on Nous avons été très actifs et le gouvernement a pris conscience de look at l'importance de l'accès au traitement. also known as the pharmacy of the developing world as L'Inde est connue comme la pharmacie du monde parce qu'il y a tellement de by the communities or people living with compagnies. Le mouvement des personnes vivant avec VIH a commencé au début des années 2000, 2001, 2002 and there are different à travailler sur les médicaments VIH. I think 31 States, in some countries is for me semble-t-il que dans certains pays positive networks in India. est disponible et en Inde, First we started filing patent applications. I have a slide. nous avons une résistance. So if we look at the patent oppositions done in India, Vous allez constater que like HIV drugs, it ranges from AZT to tenofovir. It includes nevirapine, ivaquine, combivir, and then second line Combivir et puis la deuxième ligne, Calitra, for example, Calitrave, different
plus de 15 médicaments pour VIH. Maintenant, nous l'avons réduit à 20 et nous avons gagné le cas. Normalement, nous avons contacté les entreprises également. Dans le générique, nous savons, je pense, que les groupes de l'Inde a contribué énormément. Lorsque l'Inde a commencé, la Thaïlande avait aussi commencé à agir. Et ensuite, on a continué le travail avec la Malaisie. Et puis, la Malaisie, c'était le premier pays à avoir des licences obligatoires. Et puis, de ces licences, il est très important d'avoir un registre pour sa commercialisation. Les produits génériques passent par des essais cliniques avant d'être commercialisés. Ça demande beaucoup de temps. Donc, il fallait s'assurer comment les médicaments pouvaient atteindre les marchés le plus vite possible. Donc, on a commencé à négocier avec les autorités. Oui, on avait une version générique en Inde et nous avons discuté avec les autorités et réduire le temps des essais cliniques. Donc, le médicament a pu être enregistré rapidement et sorti sur le marché pour sa commercialisation dans peu de temps. Il ne faut pas oublier que lorsque nous travaillons dans des thèmes d'accès aux médicaments, la législation en Indonésie a mis beaucoup de temps. Nous avons parlé à l'autorité régulatoire. Lorsque les groupes de communautés commencent à participer, le processus a été accéléré et on a pu travailler rapidement. En ce qui concerne la COVID-19, parce que je ne voulais pas prendre trop de temps, une des drogues qui est utilisée pour les traitements de la COVID est aussi utilisée pour le VIH. Les compagnies pakistanaises et égyptiennes détiennent la licence. Ils ont essayé de concurrencer avec l'Inde. Une chose très importante que l'Inde et le gouvernement de l'Afrique du Sud ont écrit une lettre au Conseil pour parler des médicaments de la COVID-19. Je voudrais demander à tout le monde de soutenir l'Inde et l'Afrique du Sud sur cette question. Nous ne savons pas ce qui va se passer à l'égard de ce thème, si le Conseil va être d'accord avec les déclarations de l'Inde et de l'Afrique du Sud, mais nous devons entamer une campagne pour la COVID-19. Ça pourrait être quelque chose que nous devions reprendre. Il faut dire
N'oubliez pas ce thème. Il faut soutenir l'Inde et l'Afrique du Sud sur la scène internationale. as well, like Peter, I think you are there. Il y a Peter qui est aussi Please support India in qui connaît le thème également. issue. So I will leave here and Je vais m'arrêter là, if you have any questions, mais si vous avez d'autres questions, vous n'avez qu'à les pousser dans la fonction de questions-réponses et je vais répondre avec plaisir. Nous avons Jockey qui va nous parler. Thank you, Wim, for the introduction, and we'd like to Merci pour vos interactions et pour m'avoir invité à cette session. Avant de parler de la Thaïlande, je vais vous donner la mise à jour de l'accès au traitement en Thaïlande. À l'année 2001, à l'année 2003, nous avons pu produire localement le médicament antirétroviraux, c'est-à-dire que les personnes pouvaient avoir accès gratuitement à l'époque. Nous, à l'époque, il y avait une subvention 2006 and 2007 that the government announced to use the Après, le gouvernement a voulu utiliser la licence obligatoire qui nous a permis en Thaïlande d'escaler les traitements. Maintenant, je vais vous donner une mise à jour plus précise de ce qui se passe aujourd'hui en Thaïlande. what is progress happening in a couple of years. Firstly, in terms of ARV, we can stop the Nous pouvons stop prescribe and produce the nicotine. That is quite had adverse side Nous effects. avons pu convaincre le gouvernement d'arrêter de prescrire TDF-based. et produire des 4T. And some people who cannot make use of Quelques personnes ne pouvaient connaître as well. And for the les recherches virales. one year, but it's for the top line regimen. EFB a été inclus dans le système local pour une année. Dans le TRD, nous avons essayé de convaincre le gouvernement de l'inclure dans les paquets pour la première ligne. C'est en cours et maintenant il est inclus, le TLD, dans le paquet de le schéma de première ligne. Nous avons maintenant un générique DTG et le TLD enregistré. And supposed to be plus lady plus wear in the USC already. Les sbires place. Je voudrais remercier le ministre de la Santé car il a annoncé de la subir. You know, at the beginning, Thailand had Il a résisté voluntary licensing anymore. à la pression. Maintenant, il n'y aura plus de licence. Government, no, Thailand will not include in that the license anymore. And for the Cephalosporin and Gopatosphere, the generic form has been La registered. forme générique a été déjà approuvée pour sa commercialisation sur les marchés. We have run a campaign for 1 year and promote access to a certain Nous avons créé un traitement TB, opposition again the pediatric mais encore une fois, nous luttons contre decide to abandon it. It means that is now we have no patent barrier in Thailand for the rifapentine. les questions des patentes. And for the
pour les traitements TB. by the USC to have it in the system, but anyway, it's the original, the bedaquiline so far. Nous essayons également de l'avoir disponible dans les systèmes de santé. Une des approches que nous avons est sur l'opposition des patentes contre lesquelles nous avons lutté pendant ces 5 dernières années. Comme vous voyez à l'écran, All of them is done by Civil Society of Thailand. c'est la société civile de Thaïlande qui a créé cette opposition. Pour les directives de ceux qui y sont inclus dans les paquets de traitements, nous allons voir l'approbation des médicaments génériques. This is a give you a picture to understand is what the newer Voilà, cette image va vous permettre des médicaments qui sont disponibles en Thaïlande et l'opposition des patentes que nous faisons à l'heure actuelle. La compagnie est en litige en cours. and we filed the opposition on that. Nous faisons une opposition sur la formulation combinée. The patent for the DTG combination form or not, but according to our colleague who are the doctors, Autre de nos collègues, Dr. Ascension, avait envoyé un message et avait communiqué que ça n'a inclus les Arbi. next three, the HepCVDA that belong to the Gilead, we have filed position Ceux qui appartiennent à Goliath, je voudrais mentionner que nous avons décidé en Thaïlande so that is as de anyway you keep going on with the fighting opposition et the system that continuer notre opposition contre ces systèmes of the system. For pour qu'elles ne soient pas retirées du système. we are now have the original and generic version has been registered. Nous avons une version générique qui a déjà été enregistrée et puis le sur TV, après avoir fait marquer notre position, BDQ Another one on the printed form. reste But anyway, en litige. system original one. Next slide, please. The next one RPT1 pressing now in terms of n'est plus also HepCVDA. We had a problem in terms of inclus dans notre paquet de bénéfices. so it means that it's another kind of monopoly or monopolization. Nous avons une sorte de monopole. They are not get approved by the Thai FDA. It's created a problem. Il y a ceux qui n'ont pas été approuvés, mais Affordable to do it. I would like les gouvernements doivent les faire à un prix abordable. Potasphere. Mylan is now offered about $800 per 12-week treatment. It's quite expensive. So it's Le delayed traitement est assez répandu. healthcare system. And for the single DTG, the Si on l'inclut dans les systèmes de santé, $24 per month, donc un prix de $24 par mois. government at the price of $33 per person. So, it is quite high because right now, Nous avons un prix par personne de 33, donc c'est trop cher. it's cost about $24 per person per month. So this is a high barrier. Donc, comment est-il possible que par mois, il y ait un coût de banque $4 et maintenant, on veut que ça soit 33 par personne? And eligibility criteria for
for the treatment. That because we have no pangenic, we don't have the pangenotypic HCV DA available yet. And that means sofosbuvir. And for the TB treatment, Pour les traitements TB, nous avons viral générique. Voilà, nous n'avons pas de générique. Yeah, it's about FDA. It's about the FTA. C'est l'accord pour les partenariats CPTPP. C'est un FTA. Cet accord a été déjà inclus après que la Thaïlande après le gouvernement militaire de la Thaïlande, après que nous avons célébré nos élections, nous avons pu avoir cet accord. Ici, on avait beaucoup de problèmes de propriété intellectuelle. Ça parle aussi sur les acquisitions faites par le gouvernement, notamment dans la santé. C'est un thème qui était critique pendant les derniers mois. Ça demande l'appui de la population au niveau national ainsi que de la communauté internationale. CPTPP permet un nouveau FTA où ils reviennent et ça va permettre d'avoir plus accès aux médicaments en Thaïlande. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter. Merci, c'était une belle mise à jour de la Thaïlande. Et maintenant, nous avons des questions. J'invite à... Nous voyons qu'il y a certaines questions qui ont été déjà répondues par la fonction Q&A. Nous avons une question de Marc. Quelle est la probabilité que le prix soit moins de 70 parce qu'on envisage que ça soit le prix $70. Ça n'a pas à voir avec le... Ephraim, je crois que fait allusion au rétroviraux, même si ce n'est pas une question de accès. Et puis, nous avons une autre question sur TLD et puis les prix à $70. Ça va être la première question qui devrait être répondue. Sacha, est-ce que tu veux prendre cette réponse? Qui souhaiterait répondre à cette question? Sur? Est-ce que tu me dis de répondre? Non, la première question, c'est sur le prix cible de $70 pour TLD. Yeah, the $70. That's the one. $70. Ce n'est pas le prix négocié, mais semble-t-il que c'est ce qui va se passer. Mais il se peut très bien que
s'il y a beaucoup plus d'entreprises qui vont l'exporter, la difficulté que nous avons lorsqu'ils vont négocier avec les sociétés génériques. Est-ce qu'ils sont en train de négocier avec une seule ou avec plusieurs? Il n'y a pas plusieurs compagnies qui produisent les mêmes médicaments. Ils doivent savoir déjà s'ils sont dans la possibilité de réduire les prix ou pas. Mais plus grand le nombre de producteurs registrés, non seulement dans les pays, mais aussi dans les pays où le médicament sera importé. Donc, nous ne savons pas si ce prix peut réduire de $70 ou pas. Mais si nous avons beaucoup plus d'autres produits enregistrés par d'autres sociétés génériques, on verra peut-être la probabilité que ça baisse. Je pense que ça dépend de beaucoup de choses, comme c'est la concurrence entre, s'il existe véritablement une concurrence, mais je ne pense pas que ça va se produire. C'est pour ça que nous devons faire des efforts pour créer cette concurrence, pour l'avoir présente. Il s'agit aussi de la volonté politique. UNAIDS est en train de mettre toutes les thèmes et un véritable accès. Nous ne voyons pas que les mécanismes établis puissent fonctionner pour tout le monde. Nous pouvons avoir des pays avec des spéculations, mais qu'il n'est ça dépendra de la volonté, comme je dis, et comment est-ce qu'on va les pousser pour que ça se fasse. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Il y a des commentaires. Il est difficile comment les prix pourraient réduire à moins de 70. C'est une thérapie triple de moins de 30 centimes par jour. Une question pour James. Est-ce qu'il y a des disparités en ce qui concerne le PrEP aux États-Unis? Oui, il y a des disparités, malheureusement. J'avais une image qui montrait comment 40% de personnes blanches reçoivent le PrEP par rapport à un faible nombre de personnes noires. Une des choses que nous constatons, c'est que les quantités de ressources que le système de santé est en train de dépenser est très petite par rapport au montant que nous dépensons pour l'achat de médicaments. Oui, nous pourrions résoudre les problèmes, mais il demande l'investissement considérable des ressources. Et puis avoir une bonne distribution entre toutes les différentes populations, mais nous ne sommes pas en train de le faire. Il y a un point dans l'activisme en Ukraine après le 2014 qui a été extraordinaire et nous inspire. Je peux vous dire que
Les raisons de ce changement, c'est grâce à la volonté politique, grâce à notre nouveau ministère de la Santé. Elle était activiste et elle détient une mentalité que toutes les vies importent. Ici, elle était prête à écouter les organisations des patientes, à connaître leurs besoins et de les réunir avec des fonctionnaires et créer les agendas ensemble. C'est pour ça que nous voyons cette renaissance, pour ainsi dire, dans l'accès au traitement. Thank you, Zoya. Merci, Soya. Time for more questions. Maintenant, me semble-t-il que nous sommes arrivés à la fin de notre session de questions-réponses. Maintenant, je vais donner la parole Peter Mayberg, à Peter, the Public Citizen, qui va nous parler des rôles de la communauté pour l'accès au vaccin COVID-19. Est-ce que vous pouvez m'entendre correctement? Merci. Avec nos vies qui ont été dominées par la COVID aujourd'hui, il est très important de créer cet espace pour continuer à établir les priorités de santé des personnes vivant avec VIH. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité. J'ai travaillé au VIH pendant de nombreuses années et puis la façon dont on se plonge la question sur la COVID-19 et quelles sont les leçons déjà apprises qu'on a tirées qui pourraient nous mener à continuer à servir à nos populations vivant avec VIH. La communauté VIH, les militants ont beaucoup de choses à prendre en ce moment. D'abord, l'importance de la résistance. Nous avons appris une fois que les gouvernements ne vont pas agir par lui-même et nous ne pouvons pas compter sur les compagnies pour faire ce qui est bien. Donc, c'est plus difficile de s'organiser aujourd'hui en tant que militants parce que nous faisons les choses de façon virtuelle. Mais la force est là. Les gens qui se battent pour le traitement COVID, les prises de décision, les forums pour qu'on ait plus d'accès aux vaccins. Et puis, c'est très important de travailler pour engager ces processus. Deuxième, à voir avec l'exclusivité et les monopoles. Dans les cas de VIH, ça a été un problème de prix, d'accès limité et puis le coût procurer des traitements pour les millions de personnes et peut-être les génériques peuvent ici jouer un rôle très important. Les prix et le fait que ça soit abordable est très important, mais la disponibilité est très importante parce que aucune fabricant à lui seul aura la capacité pour approvisionner tout le monde. Donc, pour avoir un accès au temps dû pour la vaccine COVID-19, il va falloir utiliser la capacité de production partout dans le monde. Et il ne peut pas rester dans les mains d'un seul producteur, mais il faut avoir une licence. Toutes les fabricants licenciés qui aient de la technologie pour qu'ils puissent créer les vaccins nécessaires. Les producteurs plus grands de vaccins au monde disent qu'avec les capacités actuelles, ils mettraient de 4 à 5 ans pour que tout le monde puisse avoir accès à au vaccin.
Donc, on va voir cet écart à nouveau. Les riches vont l'obtenir et puis les pauvres vont être limités, y compris mourir. Des millions de vaccins vont être produits, mais ces compagnies vont pas produire pour les pays à revenus faibles. La coopération internationale doit être présente. L'Organisation mondiale de la santé est sous programme actif et les facilités travaillent avec les pays et les fabricants des pays pour fabriquer un certain pourcentage qui soit disponible pour les pays à faible revenu. Et nous devons faire de nos mieux pour soutenir toutes ces actions. C'est un projet pour avoir une meilleure distribution et si nous ne changeons pas le jeu, les personnes vont être laissées derrière. Donc, si nous faisons une tarte qui est petite, maintenant il faut faire une plus grosse. Nous devons bénéficier tout le monde. C'est la technologie qui doit être mise à disposition et nous travaillons ensemble pour une campagne qui s'appelle la vaccine des personnes. C'est un bien public qui soit disponible pour tous ceux qui ont besoin, c'est effectif, c'est abordable pour le public et pour les gouvernements et les fabricants puissent le faire partout. Donc, nous espérons que vous puissiez vous joindre à cette campagne et nous allons donc voir la vidéo que nous avons créée pour la campagne. Mes amis, notre monde est en train de s'unir comme jamais auparavant. Nous faisons des sacrifices énormes pour nous entretenir sains et saufs. Les scientifiques travaillent sans relâche pour créer les vaccins et les traitements. Un vaccin va faire que nos économies commencent à bouger et puis vont faire que nos bien-aimés soient en sécurité à nouveau. Mais il y a des défis à se relever et surmonter. Les pharmaceutiques sont en train de garder les secrets de la production des vaccins. C'est à eux de décider quel est le nombre de vaccins à produire, combien les vendre et qui va être vacciné. Sans aucun doute, ça laissera des millions de personnes derrière. Les compagnies sont en train de mettre d'abord le bénéfice et non pas le bénéfice d'autrui. Nous ne pourrons pas que les PDG d'une poignée de compagnies pharmaceutiques décident de notre avenir. Nous avons besoin d'un vaccin que tout le monde puisse obtenir gratuitement, peu importe où vous habitez, si vous êtes riche ou si vous êtes pauvre. Nous avons besoin de compagnies qui partagent toutes les recherches afin de pouvoir produire le nombre nécessaire de vaccins pour tous. Nous avons besoin d'un vaccin qui nous appartienne à nous tous pour mettre fin à cette pandémie de la COVID-19. Nous devons nous réunir, nous unir davantage encore une fois. Merci, c'était extraordinaire. J'adore la vidéo. C'est ce que nous devons faire pour prévenir la dévastation de nos économies dans une situation où la plupart du monde est laissé derrière. La vaccine des personnes, vous pouvez vous joindre. Je vais partager mon courriel par le chat. N'hésitez pas de nous contacter
ou contacter les personnes qui ont organisé le webinaire qui pourront vous mettre en contact avec nous. Nous avons besoin de militants partout dans le monde, de ceux qui souhaitent avoir un traitement accessible pour tous pour la COVID-19, les choses les plus importantes de notre temps. Et notre idée derrière, c'est il y a tellement de similitudes avec cette lutte de VIH. Si nous pouvons créer du progrès et libérer la technologie pour que tout le monde y ait accès, ça va non seulement aider à la pandémie, mais aussi pour le traitement universel et l'accès au traitement universel du VIH. Maintenant, je vais donner la parole aux médecines patentes, aux médecines des patentes. Maintenant, nous allons entendre un membre de la société AIDS qui a écrit beaucoup d'articles sur la formulation pédiatrique hépatite C au traitement des personnes qui s'injectent de la drogue et puis l'escalation vers les traitements génériques. Et nous avons l'honneur de le compter parmi nous aujourd'hui. Merci pour l'opportunité que vous m'accordez de parler de l'expérience de ce thème. Il est très important d'entendre tous nos collègues avec toutes les informations qu'ils sont présentées. Nous savons le mandat de licenciement a été élargi au mois de mars pour inclure aussi la COVID-19 dans nos technologies. Cette extension, cette ampleur a été annoncée au mois de mars. Et si vous voulez passer à l'autre image, d'abord, nous avons élargi les licences et les données pour inclure les médicaments de la COVID qui ont encore les brevets des médicaments. Ce que nous avons fait jusqu'à présent, d'après la liste de médicaments que vous voyez à l'écran, nous avons limité à ceux qui sont nous avons laissé en dehors les vaccins. Donc voilà, nous avons un cannabis qui n'avait pas appliqué la patente dans les combinés. Pour AbbVie, il peut y avoir un rôle pour la COVID-19 potentielle qu'on n'applique pas les patentes. C'est très important pour la production des produits sur les licences obligatoires et les licences pédiatriques, notamment. L'accès est très important. Nous avons beaucoup de formulations qui vont arriver sur les marchés. Un autre exemple a été le Clasber. Aussi, nous voyons qu'il a été retiré de marché. Maintenant, ils peuvent procurer les licences avec des coformulations. Et maintenant, on voit qu'elle va être commercialisée dans beaucoup plus de pays. Grande annonce de soutien en COVID-19. Nous sommes en train de voir la capacité de production pour tous ceux qui ont des médicaments licenciés. Quelques considérations.
Je pense que autres intervenants ont aussi soulevé certains des thèmes que j'énumère ici. Normalement, doit faire partie des plans d'accès plus larges et des synergies avec les bailleurs de fonds de la recherche et développement. Des considérations d'accès pour les licences très sensibles dont le temps court pour la mise en marché et puis quelques des difficultés suite à la sécurité de l'approvisionnement à partir des sources et des zones géographiques multiples. Quelques réflexions dans la crise de la COVID-19. D'abord, la cartographie des paysages des brevets. Très important pour comprendre les possibilités de concurrence sur les marchés, et bien sûr, notamment pour les nouveaux médicaments qui est beaucoup plus difficile. Il n'y a que 2 cas. On craignait qu'on ne pouvait pas approvisionner, donc on a poussé que les génériques accélèrent sa présence sur les marchés. Bon, il faut y avoir des questions commerciales, mais vraiment, cette licence et le dernier point, on a le calendrier de développement des produits génériques. Ce n'est pas suffisant pour la COVID-19. Il faut tout passer plus rapidement. Comment investir davantage? Par exemple, pour les remdesivir ou les DTG pour les pédiatriques. Ici, je remercie nos bailleurs de fonds. Merci beaucoup. Merci, Sébastien. Je ne vois pas des questions qui nous fassent parvenir par la fonction des questions-réponses ici, mais je ne sais pas s'il y a des questions sur le Facebook Live. Si vous avez des questions, notre programme, de notre perspective, c'est l'accès à la plateforme technologique va augmenter l'approvisionnement mondial et nous pouvons jouer un rôle par les licences. Nous devons avoir beaucoup plus de soutien. MPP est maintenant impliqué. Donc, pour CITA, et nous proposons nos services lorsque nous avons un mandat. Oui, nous sommes en train d'avoir des conversations pour continuer notre travail, mais ce n'est pas ici où le Conseil de la communauté des brevets sur les médicaments MPP participe, mais nous faisons nos propres activités, nous contactons les propriétaires des sociétés et en essayant de réduire les écarts. Nous essayons de travailler et être forts, mais nous le serons dans la mesure des participations de tous. La charte que je vais vous montrer,
c'est un exemple de où est-ce que nous mettons nos priorités. Est-ce que tu voudrais poser une question? Je ne sais pas si on peut faire ça. On peut... on peut pas. OK. Si le Conseil de la communauté des brevets sur les médicaments MPP va être ouvert aussi pour le diagnostic et le COVID-19, donc nous avons identifié des dépenses dans certains domaines. Il y avait des questions sur les biologiques. Nous souhaitons faire une due diligence dans ce domaine. C'est difficile lorsqu'on parle des brevets parce qu'il peut être sur une formulation, sur un composant, etc. Donc, des fois, il y a des détenteurs multiples. Et puis, oui, nous voyons un espace pour les vaccins, notamment pour la COVID, mais pour l'instant, n'est pas considéré comme un pas critique. Mais nous faisons notre due diligence à l'heure actuelle. Mais semble-t-il qu'il n'a plus le temps pour répondre à des questions, mais les progrès qui étaient faits sur l'optique de la COVID, est-ce qu'il y a eu des conversations pour le remdesivir? Oui, nous avons entamé des conversations avec les producteurs. Il y avait des questions qu'on s'est posées de comment est-ce que le scénario pourrait se voir. Entre-temps, il y a eu cette annonce et on n'était pas sûr, suite à cette annonce, ce que ces MPP pouvaient faire. Et qu'est-ce que vous attendez pour les pays, des pays à moyen revenu? Très brièvement, je ne savais pas comment m'y prendre, mais bon. Je voulais savoir quel est le statut de travail pour le processus d'enregistrement pour le biosimilaire. Parce que si nous n'avons pas les autorités pour octroyer les licences, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour les biologiques ou pour les vaccins, c'est beaucoup plus complexe dans ce domaine, mais nous reconnaissons que ça fait partie de notre travail et c'est pourquoi nous avons une équipe qui essaye d'éliminer ces barrières. Mais vraiment, nous dépendons de l'information qui nous est procurée par les pays sur les défis auxquels ils font face, sur les barrières qu'il existe. Mais nous ne pouvons pas des ressources pour travailler de façon simultanée dans tout son pays. Et pour la question remdesivir pour les pays à moyen revenu, oui, pour les pays à moyen revenu, nous pensons qu'il s'agit d'un marché différent. La problématique pour les producteurs, c'est complètement différente. Il faut avoir un équilibre entre l'accès et le bénéfice. Ça demande beaucoup plus de défis, le défi est plus grand. Au niveau des licences, nous pensons que
Dès que la licence a été annoncée, les producteurs principaux se sont inquiétés. Il y a tellement de questions qui peuvent surgir. Parce que paraît-il que ce n'est pas les médicaments n'ont pas les bénéfices qu'on espérait qu'ils aient. Donc, nous espérons avoir plus de traitements plus sûrs dans l'avenir. Thanks a lot, Peter. Merci, merci beaucoup. It's been a really C'était last 2 hours for me, particularly getting an opportunity to hear from d'une inspiration incroyable passer ces 2 dernières heures avec tous nos intervenants, d'entendre de toutes les régions du monde et connaître de toutes les expertises et notre histoire et comment nous pouvons tirer des leçons qui peuvent aider la COVID-19. Les mêmes leçons qui peuvent être mises en place pour la COVID-19 afin que les personnes puissent y avoir accès. Je pense que après 6 mois de la pandémie, COVID-19 peuvent être appliqués pour la réponse VIH, pour la campagne, pour les plaidoyers que nous faisons pendant des années et puis l'améliorer. Et je pense que maintenant, il y a un langage qui se parle de façon collective. Il faut le mettre en pratique. Et ça, c'est le travail que nous faisons jusqu'à présent. Mais maintenant, notre governments, both high income, low income, middle income status. moteur, c'est de travailler dans les pays à bas revenus, à moyen revenu pour pouvoir répondre à la COVID-19 To get access sous licence des médicaments pour Chili, Équateur, Colombie et d'autres pays qui veulent créer time what we can leverage for the HIV response as une réponse positive pour la COVID-19, pour la conversation du monde, pour le MPP, le Conseil des communautés développées sur les médicaments. On va voir 19 technologies, but also provide a roadmap comment donner une charte de comment agir that none of these changes are possible dorénavant. without the energy, commitment, Bien sûr que nous devons avoir HIV. le courage et l'entraîne des militants de partout dans le monde. And as I've highlighted from the start, with the challenges we're facing Et puis, and wider global health, this is needed. nous avons besoin plus que jamais de tout cela. Je veux remercier à tous nos intervenantes extraordinaires et puis, comme Peter a dit, pour continuer à s'impliquer. Si vous voulez contacter les intervenants, n'hésitez pas à contacter les organisateurs de VIH 2020 qui se feront un plaisir de être en contact avec eux. J'espère que vous savez en profiter de cet après-midi. Vous pourrez la revoir sur le site YouTube de VIH 2020 car elle y sera diffusée. Merci beaucoup. Profitez du reste de votre journée. Thanks, everyone. Merci. Merci. Merci à tous, à toutes. Merci.